C'est rien d'établir ça. Ouais. Il y avait une histoire aussi. Alien était plus d'une tempête. J'espère qu'il va être là. Il y a un peu. Il est obligé de prendre l'avion. Perso, moi j'espère qu'il sera pas là. Demain j'ai soutenance avec lui, je l'ai appris aujourd'hui. Soutenance de stage. Ça veut dire que j'ai tout un PowerPoint de tout ce que j'ai fait à mon stage. J'ai dû ça, j'ai fait des trucs. Mettre des photos de ça. On peut toujours avoir toute la vie. Facebook, je suis Facebook. Pas une petite vidéo. Si t'avais une famille légale. Edrich, t'as quoi à présenter? La divergence aérodynamique. C'est le seul PowerPoint que t'es sous la main? Il a déjà posé une question? Non, je te Ouais, à présenter. C'est tout, c'est que vous avez un 6, on va dire que c'est pas forcément tout le monde. C'est pas forcément tout le monde qui avait déjà vu un 6. Oh oui, mais. Bon, la divergence aéronautique, c'était un projet qui a été présenté, qui a déjà été présenté à Victoria et aussi en Suède. C'est un phénomène qui est très très important à étudier parce que c'est un phénomène, même s'il est moins sérieux, moins critique que le flottement aérodynamique, la divergence c'est quelque chose qui se passe plus souvent. La divergence c'est quoi? Mettons que vous avez une aile d'avion. L'aile d'avion, elle est fixée dans le fuselage, okay? Ou la pale de l'éolienne, elle est fixée sur la nacelle. Donc ici, vous avez une rigidité quand même importante. Elle a une élasticité, donc il faut modéliser. Vous avez une certaine constante d'élasticité. Mais qu'est-ce que c'est que la divergence? C'est que lorsque, mettons que votre éolienne, elle a un certain angle d'attaque. Elle n'est pas complètement la pale, elle n'est pas complètement horizontale, elle a un certain angle d'attaque. Lorsqu'il y a une différence de pression entre l'intrado et l'extrado, il se peut que la pale commence à tordre. Elle tord. D'habitude, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, elle tord jusqu'au moment où la restitution élastique du système arrive à compenser à la force aérodynamique et vous vous retrouvez dans un système d'équilibre. C'est aussi simple. C'est un ressort, tu tournes, jusqu'au moment que le ressort est assez fort pour que tu peux plus tourner. Donc, tu as un équilibre entre ta force et la force du ressort. Dans la divergence, quand il n'y a pas de divergence, ça veut dire qu'il y a un équilibre entre la force élastique et la force aérodynamique. Par contre, il y a des fois, non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des fois, la force continue à augmenter, ça tord et jusqu'à que ça brise. C'est très dangereux comme phénomène et c'est très récurrent. Il y a un autre phénomène souvent qui se passe, ça ne brise pas tout le temps. C'est rare que tu as un vent qui souffle, tout le temps, ça augmente, ça brise jusqu'à que ça brise. Non, d'habitude tu as un vent il souffle de manière sporadique. Il souffle, il s'arrête, il souffle, il s'arrête. Donc d'habitude la divergence elle fait plutôt un mouvement assez oscillatoire. Elle monte, elle descend, puis le vent d'un coup elle devient fort et puis elle brise. Vous voyez un peu en grosso modo physiquement ce que ça veut dire. Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment le simuler numériquement. Encore une fois, hier la question c'était pourquoi on simule numériquement? La simulation numérique nous donne un modèle qui existe, un modèle numérique. Le modèle numérique peut être utilisé sur lequel une programmation est appliquée pour contrôler. C'est-à-dire qu'on peut le mettre dans une vraie éolienne. À ce moment-là, lorsque le modèle de divergence s'approche du modèle de l'éolienne, on arrête carrément l'éolienne. Et puis on arrête l'éolienne, donc elle brise pas. Donc on essaie de simuler le procédé pour qu'une comparaison physique se fasse et on peut prévenir à ouvrir. Donc le procédure de la présentation va avoir l'introduction, la justification du projet, le phénomène de divergence elle-même, la calibration du logiciel, l'expérimentation sur lesquelles on s'est basé, parce qu'il est quand même complexe, donc il faut que je parle un peu d'expérimentation, le modèle utilisé, le calcul analytique expérimental, les résultats obtenus à la conclusion de l'époque, c'est quand même lourd comme projet celui-là, et je vais aller assez vite. Donc qu'est-ce qui se passe? Premièrement, je répète ce que j'ai dit pour les prochains, c'est la même chose.
ce sont des problèmes aéroélastiques deviennent de plus en plus récurrents parce que les éoliennes doivent devenir plus efficaces économiquement, financièrement. Pour qu'ils deviennent plus efficaces économiquement, financièrement, il faut que les éoliennes soient plus grandes. Plus grandes produisent plus de puissance. Et aussi moins de matériaux. Moins de matériaux veut dire plus flexible, plus facile à briser. En fait, ça devient un peu comme l'aéronautique. L'aéronautique, vous voyez, c'est l'aspect où les facteurs de sécurité sont les plus basses. Pourquoi? Parce que quand les facteurs de sécurité sont les plus basses, vous utilisez moins de matériaux et donc le coût est moindre. Mais en même temps, il y a un compromis entre le coût et la sécurité de ce système. Donc, quand on a un facteur de sécurité très bas, on est obligé de modéliser vraiment avec précision les choses pour qu'il n'y ait pas de coût. Ok, donc c'est ça un peu ce que j'ai dit. Donc le phénomène de la divergence elle-même, comme vous pouvez voir ici, c'est quoi? Le phénomène de divergence, c'est lorsque la capacité de restauration élastique d'un certain système, ici comme vous pouvez voir, on le modélise comme ça. Le ressort, c'est en fait où l'ancrage se fait, et ça c'est au fond la pale. Donc lorsqu'il y a un vent qui augmente, puis il y a une disparité de pression, l'angle d'attaque augmente jusqu'au moment où le ressort peut briser. Donc ça qu'on modélise. Donc, en aval, pour la calibration du logiciel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut modéliser le domaine. Le domaine, le domaine c'est quoi? Mettons, on aurait pu modéliser ici la soufflerie, si on avait une très grosse soufflerie, on aurait pu prendre une pale, mettre la pale, souffler comme on veut, appliquer un écoulement, puis lorsqu'elle brisera, on saura c'est quoi les fréquences et tout. Par contre, le problème, ce qu'il y a, c'est que la soufflerie est assez petite. Pourquoi il faut calibrer le domaine? Parce que le domaine, mettons, on a une vraie éolienne. Il n'y a pas d'interaction entre le vent et puis l'extérieur. Tu sais, les nuages, peu importe quoi, il n'y a pas d'interaction. Donc, c'est seulement le flux qui influence sur l'éolienne. Par contre, lorsqu'on considère une soufflerie, ben, le flux qui passe, c'est l'interaction de l'écoulement avec les parois. Dans une vraie soufflerie. La même chose pour une simulation numérique. Une simulation numérique, c'est une simulation numérique d'une soufflerie. C'est comme une soufflerie. Donc le domaine, c'est comme... Ouais. Une interaction avec le sol. Oui, une interaction avec le sol, mais vu que l'éolienne est assez haute, c'est pour ça que la tour d'éolienne est suffisamment haute pour prévenir haute turbulence. En fait, la couche limite, on est tout à la couche limite lorsqu'on rentre dans la hauteur. Okay? Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, le domaine doit être suffisamment grand pour qu'il n'y ait pas d'interaction entre l'écoulement et l'extérieur du domaine. Le maillage, en fait, c'est quoi? Le maillage, c'est la discrétisation du domaine pour faire les calculs. La discrétisation, plus la discrétisation est fine, mieux va être les résultats. Par contre, plus la discrétisation est fine, on aurait plus besoin de calculs et déjà que les capacités de calcul sont plus ou moins dépassées, donc on doit trouver le compromis entre les deux. Okay? Par exemple, pour vous donner l'idée du maillage, c'est quoi? C'est comme le calcul de la méthode du trapèze en méthode numérique. La méthode du trapèze, c'était quoi? Vous discrétisez, vous voulez faire l'intégrale, donc vous discrétisez en plusieurs strips, puis plus que le strip c'est petit, mieux va être les résultats obtenus. Il faut caractériser aussi le modèle de turbulence et le modèle de transition. C'est quoi le modèle de turbulence? Les modèles de turbulence sont des modèles qui permettent de calculer les niveaux d'intensité de turbulence partout et les intégrer dans l'écoulement. Par contre, qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur lit le code, il ne sait pas exactement quand il y a une turbulence et quand il n'y a pas de turbulence. Si vous appliquez le modèle de turbulence tout le temps, ben, il calcule tout le temps une turbulence, même il n'y en a pas. Par exemple, vous avez un vent qui est 2 mètres par seconde, il n'y a pas de turbulence. C'est assez faible, parce que la turbulence peut être mesurée par le nombre de Reynolds, vu que la vitesse est assez petite, pas beaucoup de turbulence. Mais le modèle, lui, il intègre pareil le modèle de turbulence. Donc, il faut aussi implanter un modèle de transition. Un modèle de transition, c'est quoi? C'est un modèle qui permet de calculer certaines caractéristiques à certains points. Et lorsque ces caractéristiques arrivent à un point critique, ben là, le modèle de turbulence s'emballe. Okay? Et on doit aussi choisir les méthodes de résolution. C'est-à-dire, est-ce qu'on résout numériquement? Est-ce qu'on utilise Rouge-Cube à l'AutoCAD? Est-ce qu'on utilise modèle de Euler? Est-ce qu'on utilise High Resolution Ça dépend. Donc, voici comment on le fait sur ANSYS-CFX. Comme vous pouvez voir ici, ANSYS-CFX contient 2 modules. Module CFX, module de structure transitoire. Transitoire, ici, c'est un modèle dynamique
Pourquoi? Parce que pour la divergence, on lui donne un petit coup. En fait, on le met à un certain angle, on lui donne un petit coup, on enlève le ressort pour qu'il commence à diverger. Et là-dedans, on va modéliser toute l'aérodynamique. Ici, on va modéliser toute la structure. Et l'interaction entre les deux se fait, par exemple, comme vous pouvez voir ici, la physique de l'aérodynamisme est transférée dans la physique de la structure. La géométrie sont les mêmes, la géométrie est la même, et vice-versa. Il y a un échange de données entre les deux à tout moment. Le fluide applique sur la structure bouge, la structure pousse sur le fluide, vice-versa, ça part. Il y a deux façons de modéliser. Il y a une façon qui s'appelle la méthode séquentielle, c'est-à-dire que les résultats passent de un puis à l'autre. Et il y a un modèle qui s'appelle le modèle parallèle. C'est-à-dire les deux vont en même temps. Dépendamment du niveau de couplage que vous voulez. Par exemple, pour le décrochage, on s'est rendu compte que le couplage est plus ou moins grand, donc on utilise une méthode parallèle. Les calculs peuvent se faire. Ici, il faut une méthode séquentielle. Donc, pour l'expérimentation, comme à chaque fois que j'ai présenté, je vous ai dit, écoutez, lorsqu'on fait un modèle, lorsqu'on fait un truc numérique, il y a des sources d'erreurs partout. Partout. Donc, le résultat qu'on a, il faut pouvoir les comparer pour savoir si elles sont bonnes ou pas. Okay? Il faut absolument les comparer. Dans la littérature, ce qui est dit, la littérature, je ne sais pas si je l'ai écrit quelque part, non, dans la littérature, ce que vous voyez, il n'y a pas eu de calcul, il n'y a pas eu de modélisation qui ont été faites sur la divergence. Donc, on n'a pas pu prendre, sauf celui de la NASA. La raison est laquelle? C'est que on n'a pas vraiment besoin de modéliser la divergence. Ce qu'on a besoin de modéliser, c'est de modéliser la limite de la divergence. Okay? Pratiquement, là. Parce que si une compagnie veut donner de l'argent pour faire une étude, elle va chercher quelque chose de très pratique. Pratiquement, pourquoi il faut modéliser la divergence elle-même? On a juste à vous dire, n'opérez pas à telle valeur. Vous avez une corde, vous dites tel nombre de Reynolds, tel nombre de Mach, telle densité, votre vitesse doit rester à telle vitesse. Si elle dépasse telle vitesse, arrêtez-le. Mais nous, puisqu'on est en recherche, donc on a voulu modéliser. Donc la seule personne qui l'a modélisé, on a fait très grande revue de littérature, et la seule qu'on a vue, c'est Jennifer Higg, qui vient du Duke University, qui travaille pour la NASA. Donc voici un peu, je ne vais pas rentrer en détail, c'est le modèle qui a été utilisé sur une corde de 8 pouces, un span, donc la longueur de la pale de 21 pouces. Puis ici, vous avez les constantes du ressort, la fréquence de rotation, la fréquence propre et le niveau d'abrutissement. Donc, là, le modèle, qu'est-ce qu'on a fait dans le 6? On a augmenté lentement la vitesse. Okay? Lentement, on a augmenté la vitesse pour voir. Tu avais un angle d'attaque, le modèle était mis à un angle d'attaque quelconque. On augmente lentement la vitesse et on voit comment réagit la pale. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, on a essayé de simuler des vents. On a pris des vents dans Excel, donc on a pris des données de vent sur un certain nombre de temps, on a simulé c'est quoi le vent. On a tracé la courbe polynomiale qui régit le vent, puis cette courbe polynomiale donne l'équation. Cette équation était plus ou moins bonne, donc on a repris l'équation, on a essayé de le caractériser en Laplace en utilisant ALL, puis on a repris en Laplace, on a remodélisé en fréquence, en temporel, pour pouvoir trouver quelque chose qui fit bien avec le vent. Et on a pris deuxièmement un vrai vent. Premièrement, on a pris un vent qui n'est pas vrai, là, tu sais, un vent qui souffle, ça vous mentir, jamais vu un vent comme ça. Mais un vent vraiment qui est aussi un vrai vent dans la vraie vie, on l'a ciblé, puis on a vu comment ce vent va donner de la divergence. La divergence. Voici le modèle. On n'a pas modélisé le fuselage. Donc cette partie, le rod, ça représente le ressort, en fait, qui représente elle-même l'ancrage. Puis ici, vous avez le profil, et là, c'est le maillage. On ne voit pas très bien ici, mais le maillage dans les coins est beaucoup plus important. Beaucoup plus. C'est grossièrement en 2D? 2D? En fait, non, il n'est pas en 2D celui-là. Il est en 3D, mais avec un très petit épaisseur. Il est en 3D. Comment? Parce que c'est fixement tout le temps en 3D. C'est fixement tout le temps en 3D. Mais on essaye, quand tu décides, là, tu peux le modéliser en 3D. Il n'y a aucune. C'est pas toi qui dis il faut qu'il soit en 2D ou 3D. Mais dans la plupart des cas, on essaye de faire en 2D, parce que sinon, les calculs sont trop énormes. Donc, on le fait ici, c'est en 3D, mais avec un très petit épaisseur pour diminuer le domaine de calcul. Donc, ici sont un peu les caractéristiques du maillage. Donc, les éléments au long du profil varient de 0,005 et 0,01 mm. C'est en millimètres. Donc, très fin. Ouais.
les maillages. Pourquoi? Avant, on utilisait des trucs plus gros. Parce que même si un fixe, quand tu lis le tutoriel, pas le tutoriel, mais le help, là, le LED, il te dit utilise un maillage environ 0,1 mm. Mais lorsque tu as de la divergence, parce que ça commence à bouger un peu, comme je vous dis, le vent elle monte, elle descend, ça fait ça, vous avez des tourbillons, très petits tourbillons. Les tourbillons sont elles-mêmes microscopiques carrément. Donc, si elle est elle-même microscopique, elle devient plus petite que le maillage. Donc, dans les équations s'appliquent sur quelque chose qui est plus petit, donc ça ne marche pas. Les tourbillons doivent être plus gros au milieu que le bateau, on a utilisé des maillages très petits. Et qu'est-ce que vous voyez? Un growth rate de 1.2. Qu'est-ce que c'est un growth rate? C'est-à-dire, nous on s'intéresse surtout à l'interaction du fil de la structure. Ce qui se passe, moi, c'est pas grave. Nous on s'intéresse à l'éolienne parce que le vent, elle monte de la poussière, c'est pas plus grave. Par contre, qu'est-ce qu'on fait donc? Le maillage qui est sur l'interaction de la structure du fluide, elle est très fine. Mais après, il faut qu'on l'augmente. Donc on code d'une certaine façon pour lui dire que chaque couche augmente par 1.2. Les couches superficielles deviennent de plus en plus grandes. Et c'est correct, parce que de plus en plus, les phénomènes d'interaction sont moins grands. Donc ici, on vous dit c'est quoi la hauteur du premier, tout petit. Le nombre de divisions dans la couche limite, on a 9 petites divisions, après c'est un calcul potentiel. Et le facteur d'expansion dans la couche limite, elle est L 1.16. Là, T1.2, c'est dans le potentiel. Mais quand tu dis domaine, ça comprend aussi la pale. Oui. Mais la pale est très. Ici, je n'ai pas le dessin, mais là, quand vous voulez notre de grandeur, quand hier, on avait vu le domaine, mettons, comme ça, la pale est quasiment invisible, elle est très petite. Pour qu'il n'y ait pas d'interaction. Ok. Ton maillage constitue la. Tu as deux maillages. Tu as un maillage pour la pale, un maillage pour le domaine. Le maillage de la pale, elle est créée dans anti-structure, le maillage du fluide, elle est créée dans anti-place influence. Et le maillage de la pale peut être juste le positionnement, tandis que le maillage fluide. Et ce qui est impressionnant, c'est que ANSYS utilise un maillage qui va utiliser la méthode des éléments finis, et CFX utilise un maillage qui utilise la méthode des volumes finis. Et Workbench, elle arrive à coupler les éléments finis et les volumes finis. C'est quand même très fort. Donc ici, on voit premièrement une vitesse constante. Une vitesse qui commence à 0 au fond, une vitesse de 15 à 15 mètres par seconde. On voit comment se varie le profil. Donc vraiment, ça c'est des données qui ont été validées avec une feuille. On l'a fait juste pour voir si le modèle est correct. 15 mètres par seconde, ça souffle, donc vous avez, ça augmente. 15 mètres par seconde, ça augmente, jusqu'au niveau où vous arrivez à que la force élastique arrive à être égale à la force aérodynamique. Donc là, elle aurait dû s'arrêter tout court, sauf qu'est-ce qui se passe? D'habitude, vous avez ce qu'on appelle un overton. Tu as une inertie. L'aérodynamisme, hier je l'ai dit, c'est un couplage fluide, élastique et inertie. Il y a trois choses. Inertie. L'inertie, c'est la partie dynamique, parce que lorsqu'elle monte, elle a une certaine inertie, donc elle augmente un peu plus souvent. Ici, c'est le déplacement. Donc elle overshoot, elle retombe à sa position, elle remonte, elle overshoot jusqu'au moment. Mais vous avez vu que dans le système, il y a toujours un amortissement, donc elle amortit. Donc ici, ce qu'on a vu, c'est qu'elle reflète, on n'a pas pris l'amplitude. Ici, on dit l'amplitude était comparable à celui de Jennifer Higg, de l'expérimentation de la NASA. Et elle a trouvé une fréquence de 7.9 et nous, on a arrivé à peu près. Donc c'est la même chose. Et là, on a fait des autres tests. C'est le test que je vous disais. Donc, quelle est la NASA? Ouais, peut-être que j'ai donné. Et elle a pris. Et là, on a pris une vitesse de vent qui est plus réelle. Okay? Donc, je vous ai dit comment on a pris. On a mesuré du vent pendant, je pense, 2 jours. On n'a pas mesuré, on a pris des données de vent pendant 2 jours. Ces vents étaient mis sur Excel, on a pris IDET, on a mis en fréquentiel, puis on a reproduit en temporel pour se retrouver une équation de vent qui est donnée par ça. C'est un vent qui est plus ou moins correct. C'est un vent qui était décroissant avec un petit oscillation. Et ce vent, lorsqu'on l'a appliqué dans le modèle, voici ce que je vous ai donné. Ça représente le déplacement du type, le bout de la paille, en fonction du temps. Donc vous voyez bien qu'on arrive à un système non stable. C'est vraiment la divergence qu'elle arrive. Et ça, elle est très dangereuse parce que là, c'est le prix. Plus que ça porte, plus que ça va casser. La fatigue de la casse.
La fatigue, mais aussi juste dans l'éolien, dans l'aéronautique, il n'y a pas trop la notion de fatigue parce que les pièces sont faites en fibre. Il y a beaucoup de résistance des matériaux. Ouais, donc il n'y a pas, ce sont des matériaux, comment on dit ça en français, plutôt, il y a la matériaux fragiles, ce sont des matériaux fragiles, elles brisent pas. Dès que tu dépasses, quasiment dès que tu dépasses la limite de fonctionnalité, elles brisent. Donc ici, c'est un peu ça que je voulais vous dire. C'est pas fini. Donc finalement, je vais vous illustrer les différents points. Les différents points que je voulais vous illustrer. Donc vous voyez ici le numéro 1, 2, 3, 4, c'est les différentes positions. Okay? Donc ici, premièrement, vous voyez dans cette figure, il représente une oscillation quand l'angle alpha est à peu près 6,53 degrés et que la vitesse est maximum. La vitesse est maximum, c'est le point, enfin, maximum ici, là, le point alpha. Donc vous voyez quand même une distribution de vitesse assez variable. Regardez, ici le bleu c'est le moins, la vitesse est moins grande. Et le rouge, la vitesse est plus grande. Elle varie de 14 mètres par seconde à 18 mètres par seconde. C'est beaucoup ça. Entre 14 et 18, là, c'est une grosse variation de vitesse. J'arrive pas à le calculer, mais si mettons entre 2 mètres par seconde et 5 mètres par seconde, ça fait toute la différence entre une éolienne qui reste stationnée et une éolienne qui donne de l'électricité au maximum de puissance. Donc vous voyez, entre 14 et 18, c'est une grosse différence. Et sur une éolienne de cette taille, il existe des gros problèmes parce qu'il y a une disparité de pression autant que sur une pale. Parce que vous allez me dire, ben, c'est bien d'avoir une grosse vitesse. Non, là je parle d'une disparité de vitesse, une variation de vitesse qui est quand même très importante. Remarquez, alors, la vitesse est très basse. La vitesse est très basse, qui veut dire que vous avez une pression quand même importante. Vous avez une pression quand même importante qui va encore plus amplifier. Vous voyez, la pression est plus importante ici, donc il va plus amplifier. Ici, il y a une très basse pression, parce que la vitesse est très grande. Donc il va amplifier la différence et causer un bruit très rapide, mais très dangereux. Sur la prochaine figure, c'est encore la même chose. Ici, on est à un angle d'attaque encore plus grand. Donc vous pouvez voir un angle d'attaque encore plus grand. Et toujours, vous voyez qu'il y a quand même des phénomènes de disparité de pression et tout. Ce que j'ai pas mis ici, mais c'est que toutes les valeurs numériques qu'on a calculées, les valeurs numériques de l'angle, on a l'angle, on a la vitesse, mais aussi le temps, parce qu'on arrive à relier chaque partie avec le temps ici. Et lorsqu'on le compare avec l'expérimentation, on arrive exactement à la même chose. Exactement. C'est-à-dire que si c'est 33,65, l'autre est dans les environs de 33,5. C'est très bon. C'est un peu ça qu'on arrive à modéliser donc maintenant pour le point 3, qui est au maximum de son déplacement. Et ici, on a remarqué, c'est une vitesse, la vitesse de, je pense que je le verrai ici, la vitesse de 215 par seconde. En fait, ici, je pense que c'est 21,385. Donc, on a une vitesse quand même moyenne de 21,385 et une disparité assez importante. La vitesse maximum aussi. Je pense que je fais une erreur, mais la vitesse maximum enregistrée est de 21,85 et la vitesse minimum est de 14. Juste peut-être pour vous dire la différence de vitesse, c'est une vitesse de. 21,685 moins 14 multiplié par mètre par seconde qui est multiplié par 1000 divisé par 3600. Oui. Non, Une je peux question. faire. Comment? Une question. Vas-y. Tu t'es basé sur les travaux de la NASA, là? Enfin, la NASA? Non, c'est juste pour comparer. Oui, mais à chaque fois, tu dis c'est plus ou moins quand même. Oui, parce que c'est les seuls qui existent. Elle est faite par expérimentation, donc il y a moins d'erreurs. Ah, ok. Elle a une grosse soufflerie dans laquelle elle a placé la balle. Donc, en nous, parce que c'est vrai. Elle n'a pas tenté de simuler. Oui. Elle a vraiment fait l'expérience. Nous, on a simulé, elle a mesuré. Okay? Et inconsciemment, quand tu as simulé, connaissant le résultat, tu n'as pas cherché à te rapprocher de. Tu peux pas. Parce que anti-CFX, c'est pas. Tu sais, par exemple, produire ça. Tu n'as pas cherché à. Non, non, c'est impossible parce que c'est une boîte noire là. Tu sais, tu peux pas. Tu me dis, hey, j'aimerais bien avoir une photo qui ressemble à ça dans le CFX.
Pierre-Luc a travaillé avec un CFX, il sait que c'est pas possible. C'est pas possible. Donc la seule personne, c'est la nana et toi qui avez plus ou moins. Je ne dirais pas juste moi et elle, parce qu'il y a des modèles qui ont été faits, des modèles de Leishman des doses, des modèles enfin, il y avait Leishman des doses, Leishman autre chose, hein, qui ont utilisé des méthodes que j'ai comparées avec eux dans le flottement. C'est des méthodes qu'on appelle des méthodes de PK. C'est des méthodes qui utilisent des intensités et des pôles pour voir la stabilité, utilisant des pôles et des stabilités, et aussi une méthode de pluie et de source. Ils arrivent à aller chercher. C'est des méthodes purement numériques, pas comme elle qui a utilisé un peu d'analytique expérimentale. Mais eux, ce qu'ils font, ils modélisent jusqu'à la limite de la divergence. Donc ils disent, bon, elle brise ici, pas elle brise ici, elle commence à diverger à ce point-là. Mais la modélisation n'a pas été faite. Par contre, je n'aurais pas la prétention de dire, parce que c'est impossible. J'ai expliqué la raison pour laquelle il y a très peu de monde qui s'intéresse à la modéliser, parce que l'intérêt n'est pas de la modéliser, l'intérêt est de l'empêcher d'arrêter. Mais si tu arrives à la modéliser, tu peux ensuite la contrôler, et là c'est intéressant. Et là, intéressant. Mais le problème, je suis d'accord avec vous, le problème c'est que même la madame de Higgs, Jennifer Higgs, qu'elle a dit dans son rapport, dans mon article, le rapport est annexé, elle dit que on l'a modélisé, elle n'a pas modélisé, elle a fait l'expérimentation, mais déjà là, le niveau de turbulence et la vitesse à laquelle il y a une variation, que même ces capteurs n'arrivent pas à tout gérer. Ok? Même ces capteurs, les accéléromètres et tout n'arrivent pas à tout gérer. Du coup, ces résultats ne sont pas parfaits. La nôtre, il y a des erreurs, je ne cache pas, parce que j'aurais pu créer, si je crée un maillage beaucoup plus fin et je calcule, j'aurais des résultats plus ou moins différents. Donc, on ne peut pas dire à date, on ne peut pas dire je prends ce modèle puis j'applique un contrôle, ça marche. Je vais devoir appliquer un certain jeu. Par exemple, si je dis que la vitesse de divergence est à 22,5, mais il faudrait que je dise à 20, j'arrête parce qu'on est à une zone d'incertitude. Mais pour pousser plus loin, premièrement, il faut que numériquement, on arrive à aller plus loin, c'est-à-dire que les ordinateurs doivent être plus puissants. Et deuxièmement, la différence, c'est que peu importe l'ordinateur, c'est pas moi qui le dis, ça, je ne suis pas expert là-dedans, mais ce que j'ai lu, c'est que peu importe l'ordinateur qui pourrait être construit, on ne peut pas s'attendre à arriver à un résultat parfait. Parce que il y a des limitations sur l'ordinateur qui ne pourraient pas être dépassées. Mais il y a des gens qui travaillent sur deux choses qui sont importantes. Premièrement, c'est ce qu'on appelle un time step, un temps de calcul. À chaque temps, vous avez pas à chaque temps, à chaque intervalle de temps, vous avez un nombre d'itérations qui est fait. Le but, c'est de voir sur chaque intervalle de temps, faire un calcul avec un maillage très grossier, puis vérifier sur chaque intervalle de temps quel est le niveau de variation. Et après avoir vu le niveau de variation, maintenant, appliquer des itérations adaptatives. C'est-à-dire que où il y a beaucoup, vous appliquez beaucoup d'itérations, et lorsqu'il n'y en a pas beaucoup d'interactions, vous appliquez moins d'itérations. Donc ça pourrait pousser plus loin. Il y a des études qui se font, mais c'est un autre domaine, c'est un domaine purement numérique. Puis il y a un autre calcul qui se fait ce qu'on appelle un maillage adaptatif. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Tout à l'heure, je vous ai dit, bon, le maillage est très fin au niveau du profil aérodynamique, okay? Donc au niveau du paroi. Oui, j'aurais pu mettre un maillage plus fin, etc. Mais lorsque maintenant mon système, elle change, tu vois, mon système, elle bouge, elle. C'est-à-dire que le maillage a été déplacé. Vous voyez, le maillage, la structure est déplacée, le maillage est déplacé. Il y a des points où se font des tourbillons et tout. Par exemple, mon maillage était là. Le maillage n'est pas assez fin pour récolter les valeurs ici. J'aurais dû transposer les maillages qui étaient ici vers ici. Tu vois, les maillages qui étaient importants ne sont plus à la bonne place. Donc, il y a des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle le maillage adaptatif. C'est-à-dire un maillage qui change de grosseur en fonction de l'intensité des variations des phénomènes qui se passent. Mais c'est tous des domaines d'études qui se font, mais qui se faisaient depuis longtemps, mais on n'est pas arrivé à un si gros niveau pour les implémenter. Une dernière question sur la NASA, ça ne le dit pas. Je pense pas que j'ai envoyé. Non, j'ai pas envoyé mon CV, mais je pense pas que c'est assez. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Il y a beaucoup de chemin. Mais c'est. Je perds ton temps avec ça. On est filmé. Hein? On est filmé. Pas grave. C'est très bien que c'est toujours ça. Une question, vas-y. Ouais, voilà. Quand tu m'as. C'était sur Twitter aussi,
tu prends les deux matrices où tu rentrais toutes les données, parce qu'en fait, tu n'as pas qu'une interaction de l'air sur la pale, mais tu as aussi l'interaction de la pale sur l'air. Mais si tu prends la troisième loi Newton qui dit que ce que tu appliques au même instant, c'est la même chose que ça te renvoie. Donc normalement, comme interaction, tu devrais avoir strictement la même chose. Non. Une action-réaction, c'est lorsque le système est statique. N'oublie pas. Je mets mon point sur cette table, ok? Je mets mon point sur cette table, la table a la même réaction sur la main. Mais là, j'applique un point dessus, ok? Tant que ma main est dessus, c'est vrai que la réaction est la même. Mais dès que je lâche, la réaction va être la même au début. Mais ce n'est pas toute la réaction qui va cogner avec le. Tu vois? Mettons j'ai un ressort, ok? J'ai un ressort. J'applique sur le ressort. Si le monde était parfait, comme tu dis, j'applique sur le ressort, je lâche le ressort. Il aurait monté au même niveau parce que la force est reliée à l'énergie. Donc l'énergie que je donne doit être l'énergie qu'il me redonne. Donc elle remontait à la même place. Puis si j'avais un point. Sauf si tu enlèves ta main plus vite que le ressort. Sauf si tu enlèves ta main. Donc il y a plein. Mais par contre, dans le frottement. L'effet L'effet dynamique, dynamique. quand tu as l'effet dynamique, ça ne marche pas. L'action-réaction, c'est lorsque tu es en statique. Okay? Tu donnes un coup de pied dans une balle. C'est vrai, tu vas me dire, oui, ce que tu as donné à la balle réagit et tout, tu as un bateau, tu as l'hélice qui tourne, l'hélice pousse, mais elle pousse. Mais ça s'applique juste à la première couche d'eau. Juste après, il y a les effets de viscosité, les effets de force, les pertes et tout, que ça marche plus. Le mouvement des couches d'eau qui sont plus à l'arrière ont aussi une influence. Ici, avec le logiciel ici, le cadre jusqu'où tu peux aller. Parce que avec le logiciel à l'école, on peut aller n'importe où. C'est l'ordinateur le problème. Elle n'est pas assez puissante. Parce que le code est fort. Le code, écoutez, un logiciel, c'est le code qui est important, c'est l'algorithme. Ouais. Maintenant, ce qu'on n'arrive pas à calculer, c'est à cause du nombre d'équations, les capacités de calcul. C'est-à-dire où il va stocker, est-ce qu'il est capable de gérer 1 million d'équations en même temps? C'est ça que c'est pas capable. Le RAM décrit le nombre d'itérations qu'il fait par seconde. Et il est obligé de faire tant d'itérations par seconde pour pouvoir aller chercher les effets qui se font dans ce temps-là. Donc, le RAM doit être très gros. La matrice, c'est en fonction du domaine. Plus la matrice, plus le domaine est grand, plus grand va être le nombre d'équations, plus grand va être le nombre d'éléments, donc plus grande va être la matrice. La matrice, elle, comme je te dis, c'est un téra de trucs. Donc, si tu me dis modélise une neuronale en entier pour avoir les bons données, c'est impossible. Ça dépend de ce que tu veux. C'est impossible ici. Non, c'est impossible quasiment. Pour avoir des résultats pareils, actuellement, c'est impossible. C'est clair, je le dis comme ça, c'est clair. Parce qu'il y a aucun ordinateur qui peut modéliser avec aussi de précision les valeurs. Par contre, je ne dis pas qu'il n'y a pas de modélisation qui se font. Tu vas aller sur Internet, il y a plein de modélisations qui se font. Mais ils sont intéressés à voir les ressources. Ils s'en foutent que ça soit 30 mètres par seconde ou 35 mètres par seconde. C'est autre chose. T'avais pas de vidéo aussi Non, mais ça c'était pour le flottement. Mais ça ressemble beaucoup. C'est comme un flotte. Et le logiciel, il te donne minimum quelle taille de maillage? Tu peux aller jusqu'où? Quel orthographe de... Très très. Comment tu choisis le maillage? Comment tu choisis le maillage? C'est toi qui dis. Oui, mais comment tu peux dire que ce maillage est mieux que celui-ci ou celui-ci? C'est pour ça que j'ai écrit, il y a une partie de calibration que tu fais. Ouais. Il y a des calculs, par exemple, tu dis, tu calcules à chaque point avec une discrétisation des niveaux de turbulence. Avec le niveau de turbulence, tu peux retrouver un maillage plus ou moins Donc c'est toujours du plus ou moins. Non, mais c'est pas du plus ou moins, c'est vraiment. C'est parce que tu fais un calcul, tes lumières puis tu augmentes un peu ou plus bas. Et tu recalcules après dans les autres, puis tu vas chercher les échos. Quelqu'un m'a demandé c'est quoi la différence entre le flottement et la divergence. La divergence, elle, exclut le décrochage. La divergence, c'est qu'elle monte, okay? Elle monte. Puis, à un moment donné,
comme je te dis, c'est juste la structure qui affecte. La structure, l'élasticité de la structure l'empêche de continuer, mais il y a l'inertie qui lui fait bouger un peu. Tandis que pour le flottement, c'est la même chose, c'est la divergence qui monte, mais il y a un décrochage qui se fait. Parce que la vitesse est trop grande sur la. Exact, exact. Ici, c'était tout le contraire. La vitesse était trop basse, donc la pression était grande qui lui poussait. Là, c'est tout le contraire, il y a un décrochage. Mais la vitesse était très grande. Oui. Mais pas assez. Ici, c'était pas assez. L'autre, quand la décrochage, c'est beaucoup plus compliqué, donc c'est un effet de fluide où elle décroche et elle retombe. Donc, c'est un dynamique. Le flottement, c'est un dynamique divergence-décrochage. Ici, le décrochage, c'est une dynamique purement variation de vitesse et juste la structure, pas de décrochage. Le décrochage dans un sens qu'il n'y a pas de bruit. Quand ça décroche, ça bouge pas. Oui et non. Par exemple, c'est vrai que tu as apporté un bon point. Par exemple, dans le cours d'éolien, on va vous dire, écoute, le meilleur système de contrôle des balles, c'est le décrochage aérodynamique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a on voit qu'il va diverger, qu'il va briser, tu changes rapidement l'angle. Tu mets un angle plus fort pour qu'elle décroche puis qu'elle tombe. Mais ça, c'est quand tu peux le contrôler, quand tu peux te dire décroche. Mais il y a des fois, qu'est-ce qui se passe? Elle décroche, elle tombe. Tout de suite, elle recommence à diverger. Elle décroche, elle tombe, elle recommence à diverger. Elle décroche, elle tombe, elle diverge. Lorsque ce mouvement a une fréquence égale à la fréquence naturelle de la structure, ça devient une résonance, ça s'amplifie puis ça brise. Exactement ça le flottement. Et ces phénomènes-là, tu peux pas, ils sont applicables que pour les balles d'éoliennes ou tu peux élargir les. Non, même chose. C'est les mêmes formules, les mêmes codes, le même modèle, que ce soit pour une balle d'éolienne, que ce soit pour un avion, que ce soit pour un. Je sais pas qu'est-ce qui peut rentrer dans la différence. Parce que tu peux pas le pousser à dépasser sa fréquence de résonance. Dépasser, non, mais passerait pas là-dedans. Mais est-ce qu'il faut que. Là, toujours sur le. Non, ok, je vois ce que tu veux dire. Toi, ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux contrôler, toi? Tu peux contrôler la position. Donc, c'est ça qu'on fait. On l'augmente rapidement pour que tout de suite elle tombe. Donc, ça, on peut le contrôler. Mais on ne peut pas l'empêcher de rentrer dans la phase. Tu vois, c'est comme. Quand elle rentre dans la phase actuellement. Parce que le truc, c'est qu'il faut que ça soit certainement. Ça fasse un petit mouvement, que ça soit en. Oui, mais attention. Rappelle-toi Change le bien. matériau. Non, c'est pas juste. Non, le matériau, elle brisera pareil. C'est indépendant du matériau. Parce qu'il y a deux choses. Ça dépend du matériau. Il n'y a pas de grande différence. Le matériau, elle a fait, que ce soit du fibre, c'est tout le temps du fibre. Faut pas oublier. Il y a un moment, ça va atteindre. Mais il n'y a pas ça qui. Mais le module, ça, ça doit être presque le module de Young. Mais Les quasiment. propriétés doivent être quand même pareilles. Ah, pareil. C'est pas les matériaux qui vont changer. Il y a des renforcements, c'est vrai. Il y a des renforcements. Mais si tu utilises juste, parce que vous utilisez juste des matériaux. Très légers. Des matériaux très légers, des matériaux fragiles. Des matériaux, exact. Ça va juste être toujours. Par exemple, pour les avions, il y avait. Quand j'avais fait le stage à Airbus, ils avaient carrément fait un département en génie des matériaux et ils jouaient sur ils faisaient pas mal d'études et d'expérimentation sur le matériau pour améliorer l'avion en fait. Oui, l'amélioration de l'avion, c'est surtout au niveau du poids. Tu cherches quelque chose qui a un poids plus basse, qui peut le faire monter plus vite. Non, mais si le matériau il est plus résistant, l'angle de. Oui, mais attends, il faut bien comprendre une chose. Plus cher. Je sais, il faut bien comprendre une chose. Le module de Young intervient, la rigidité d'un matériau, tout ce qui est module de Young, intervient dans quoi? Elle n'intervient pas dans la torsion. Dans la déformation. Elle intervient dans une déformation qui est en flexion. Mais tu vas avoir un jet de torsion. Un jet en torsion. Qui est analogue au E. Qui est analogue au E, mais est-ce qu'elle rentre aussi en jeu lorsqu'il y a un mouvement dynamique en fatigue? Non, elle ne rentre pas. Donc déjà là, c'est moins un aspect important. Oui, il se peut qu'un soit plus apte à rester que l'autre, mais pas tant que ça. Tu sais, tu as une vitre, mettons, j'ai une vitre. Donc en fait, ils ont tout un département qui sert à rien. Je ne vais pas dire que ça sert à rien. J'ai dit qu'il y a des départements qui travaillent sur certains points. Il y a des départements qui travaillent pour le poids. Par exemple, l'important, c'est au niveau du poids. L'important, c'est au niveau des contraintes qui sont tout le temps. Par exemple, dans un avion, il n'y a pas beaucoup de divergence. Pourquoi? Parce que l'aile de l'avion est tout le temps droite.
ok? Donc pour eux, maintenant, la façon qu'elle est faite, la divergence ne se passe presque plus. Le flottement, oui. Ah oui, c'est vrai. Mais le flottement, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des renforcissements à certaines places. À l'intérieur de la veine, ils mettent des renforcissements. Aussi, il y a des méthodes. Le département de matériaux a beaucoup de choses à faire, mais ce n'est pas priorisé vers l'aéroélasticité. Okay? Mais pour répondre à ta question clairement, ce n'est pas le matériau qui va changer à quand elle brise. C'est vraiment la vitesse de divergence et la fréquence où elle s'applique. Et la façon, toi tu m'as dit, mais pourquoi on ne va pas chercher à le changer rapidement? Parce que si on le change rapidement, c'est vrai qu'on va rentrer en décrochage, on va éliminer la divergence. Okay? Mais dans l'autre coup, on va rentrer dans le flottement. La méthode que tu me dis là, c'est soit on tombe dans là, soit on tombe dans là. Non, en fait, c'était pas ça. C'est que justement, quand tu es dans le flottement, il va décrocher pour monter, décrocher. Ouais. Donc, c'est là qu'il va entrer dans sa fréquence de résonance. Ouais, c'est le flottement. D'accord. Ben, le truc, c'est qu'il faut que ça soit un certain temps dans sa fréquence de résonance pour que ça puisse casser. Non, ça rentre, puis ça c'est très fait. rapide, c'est très rapide. La résonance, là, comme ici, je ne l'ai pas, mais quand j'ai présenté le flottement, dès qu'elle fait deux coups, là, elle brise. Ok. C'est des matériaux très fragiles. Tu sais, un avion, là, quand, je ne sais pas si tu as vu, c'est l'aile, on te dit, mets pas les pieds ici, parce que quand les gens répondent, une personne qui fait 60 kg, si elle met les pieds à certains points, la déformation est suffisante pour créer des problèmes extraordinaires dans l'avion. Donc, un petit déplacement en plus ou en moins, c'est très très important. Donc, tu ne joues pas de ce type. Les matériaux, comme tu dis et tout, ils ont un certain limite que je ne suis pas expert là-dedans, mais ça m'étonnerait jamais vu quelqu'un qui a dit je change de formation plastique. Oui, j'ai fait des coups comme vous, dans tout ce qui est la structure, mais je veux dire que mieux vous attendre. Je n'ai pas vu dans aucune littérature qui dit que en augmentant changeant le matériau, ça fait changer. Donc, c'est dans ça, les élastiques, ça va. Ce qu'on va faire, c'est des renforts. Des renforts, exactement. Tu sais, prends une vitre, ok? Tu prends une vitre, il y a toutes sortes de vitres. Des vitres qui sont, je ne connais pas des vitres, mais il y a des vitres plus ou moins plus fortes, moins fortes, plus cassables, trempées, non trempées. Mais tu prends n'importe quelle vitre, tu commences à le faire vibrer comme ça, elle va briser un moment donné. Au niveau de résistance de la résistance des matériaux, tu sais, la déformation élastique et plastique, on l'avait appliqué qu'à l'éprouvette. On peut l'élargir ou pas? Ça n'a rien à voir, mais c'est juste une question. Ben oui. Et on peut l'élargir à Oui, parce que ici, ce que vous avez montré, ce qu'on vous montre, c'est juste générique, c'est juste pas hypothétique, là, mais pédagogique. On ne fait pas une éprouvette parce que les calculs sont plus simples. Parce que la forme, il y avait des équations qui étaient régies pour une forme cylindrique, une forme C'est le rectangulaire. même fonctionnement. C'est le même fonctionnement, mais selon moi, les formules doivent changer. Okay. Par exemple, si d'après moi, je ne suis pas sûr, mais d'après moi, tant que la forme est une forme continue, par exemple, un cylindre est tout le temps voilà, c'est ça, la formule s'applique, mais si à un moment, tu appliques une contrainte, mais que la projection elle est plus concentrique, là, ben, elle ne marche pas. C'est vrai que la quantité d'axes de symétrie dans ta pièce, puis l'endroit où tu appliques la force, c'est axial. Tout à fait. Mais ça va être quelque chose d'assez poussé, ça ne doit pas être des gens. Dans les livres d'ingénierie de premier cycle, on s'arrête tout le temps à l'épreuve. Ouais. Ça doit être des gens qui. Tu vas demander. Ça va être une étude qui va être faite. Il n'y a pas de modèle qui peut te dire pour telle chose, maintenant pour telle formule, pour telle chose. Ça n'existe pas. Après moi, ça va être une étude pour voir quelle formule tu utilises. Ou carrément une modélisation. Mais là, c'est à ton diapo 20, genre, quand tu as montré la Je sais le meilleur. Vas-y, j'offre mon souper. Je te jure. genre